Bonjour à tous. Bienvenue à ce 5e séminaire pour la session d'hiver 2022. Donc, aujourd'hui, à l'histoire, on a le plaisir d'accueillir Frédéric Pitt, qui est chercheur au Jardin botanique depuis 2012. C'est aussi professeur associé à l'Université de Montréal. Donc, avant de devenir chercheur au Jardin botanique, Frédéric a fait un doctorat en biologie forestière, l'a complété en 2007 à l'Université Laval et à Gros-Parfait. Ses travaux de recherche portent sur la biologie moléculaire végétale. L'objectif de ces recherches est de comprendre les mécanismes physiologiques et métaboliques qui permettent aux plantes de résister à des stress environnementaux. Et aujourd'hui, il vient nous parler du traitement des sols avec des eaux contaminées. Est-ce que ça peut être payant d'utiliser une telle approche? Donc, je te laisse la parole. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici avec vous. C'est la première fois depuis le début de la pandémie que je donne une conférence et ou que je vais donner un cours en personne. Fait que ça fait un peu, c'est un renouveau. Fait que je suis content d'être là. J'espère que ça va bien se passer pour vous, comme pour moi. Et je m'appelle Frédéric Porégis. Donc, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, en fait, c'est une application de la biologie moléculaire. Je n'entrerai pas dans des détails très techniques aujourd'hui. Ce que je vais faire, ça va être surtout de donner des exemples de différents projets sur lesquels je travaille, sur lesquels je travaille depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai divisé la présentation en 4 grandes parties. Donc, la phytoremédiation de sols contaminés, la phytofiltration d'eau usée, la production de biomasse et de bioproduits avec ce que l'on génère dans les autres projets. Et finalement, comment peut-on intégrer ça dans un contexte d'économie circulaire et de durabilité? Excuse-moi, en ligne, c'est pas le... C'est pas la bonne chose? C'est pas la bonne chose. Je comprends pas parce que moi, je le vois bien d'ici. Bon, je pense que c'est pas l'affichage, il est juste pas le pèse sur le petit diaporama, je pense. La souris, là, elle est vraiment... Ben là, on peut manger. De toute façon, ça se dure 3 quarts d'heure, ça. Entends, Ouais. Karen? Est-ce que tu vois la souris, Audrey? je la vois, là, mais je peux pas la faire comme ça. Ah, ça serait... Ah, tu l'as, descends, et voilà. Yes. Pas de problème. C'est bon. Donc, est-ce qu'on peut utiliser les Non, propriétés? excuse-moi, Frédéric, on le voit toujours pas. C'est comme si on voyait juste, ça doit être le share screen qui est sur pas la bonne affaire parce que nous, on voit juste encore le PowerPoint, pas le partage d'écran. Départager l'écran, puis repartager l'écran qui est en diaporama. Bon, là? Non. Ça? Non, je pense Non, que c'est le partage sur Zoom de l'écran qui ne fonctionne pas. Tu n'as pas choisi ta voix. c'est parce qu'il y en a plus que... Ah, il y en a plus qu'une. Non. Tu fais le. Comme ça, fais share screen. Ouais, c'est parce qu'elle était ouverte deux fois. Non, pas celle-là. Celle-là, c'est présentation. Pas celle-là, j'en ai pas d'autres. Parle avant de la présentation dans ton PowerPoint. Parle de la présentation, après ça, tu vas voir les. Ça a peut-être marché. Je ne peux pas retourner au menu. Ouais, hein, je sais pas. Merci. Là, est-ce que c'est bon? Oui, ça marche. C'est parfait. Merci beaucoup. Bravo, Audrey. Merci d'avoir sauvé la vie. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les plantes pour différentes problématiques environnementales. Là, c'est le petit pointeur qui ne veut pas fonctionner, ça revient. Tu peux utiliser la souris. La souris. On est old school.
OK, on va recommencer. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit trouver des solutions pour décontaminer des sols? En fait, c'est une problématique qui est très importante et qui représente un passif financier majeur. Ça, c'est une carte qui a été prise il y a quelques années de l'ensemble, en tout cas, des sites officiellement contaminés dans la province du Québec. Ça représente un passif estimé pour le gouvernement provincial d'environ 7 milliards de dollars. Donc, ça, c'est des sites dont le gouvernement a la responsabilité. Ça exclut la plupart des sites privés. Donc, du jour au lendemain, si on devait réhabiliter ces sites-là, c'est la somme que ça coûte. Malheureusement, au Québec, environ 90 du traitement de sols contaminés, ce que c'est ce qu'on appelle du dig and dump. Donc, c'est des bulldozers, des pépines qui vont excaver les sols contaminés, les mettre dans des camions, puis aller les déverser ou les entreposer dans des endroits qui sont supposément autorisés. Malheureusement, c'est très difficile de faire un suivi de ces sols-là. Puis souvent, il y a des versements sauvages qui sont en pleine nature. En m'en venant ici sur la 50, j'ai d'ailleurs vu une affiche « Acceptons les sols contaminés A et AB ». Je trouve ça un peu bizarre, je vais l'avouer. Mais comme ça, c'est la solution qui est employée. Ouais. Bon, mais ça, c'est la solution qui est employée parce que c'est la solution qui est la moins chère. Décontaminer, là, je dis entre des guillemets, des sols, c'est ultra variable. Une tonne de sol, c'est environ 1 mètre cube. Donc, 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Puis, la valeur de cette décontamination peut facilement d'aller de 20 $ la tonne, où on la prend puis on en dispose en se fermant les yeux ensuite, jusqu'à plus de 1 000 à 2 000 $ la tonne quand c'est des contaminants complexes, comme des BPC, des dioxines différentes. Vous pouvez imaginer que si vous avez un terrain qui représente des centaines d'hectares, des anciennes usines, des anciennes raffineries, bien, c'est rapidement des dizaines et des centaines de millions que ça représente pour ces propriétaires-là. Puis malheureusement, ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, ben, mettre une clôture, puis ils ne font pas de travail. Ils laissent aller la situation. Une des solutions que nous, on propose, puis qu'on essaie de mettre de l'avant depuis un certain temps, c'est la phytoremédiation. Qu'est-ce que c'est la phytoremédiation, en fait? C'est utiliser des végétaux, les micro-organismes qui leur sont associés, pour venir éliminer, extraire, contenir ou dégrader des contaminants environnementaux, que ce soit dans le sol ou dans les eaux. Donc, il y a différents processus qu'on peut exploiter. On peut parler de phytoextraction, par exemple, où quand les plantes extraient les métaux, les éléments traces, les métaux, tout ça, puis les accumulent dans leur biomasse. Il peut y avoir de la phytostabilisation, quand par l'action des racines, on vient bloquer, par exemple, le ruissellement de contaminants dans l'environnement. Un processus que l'on exploite, c'est la phytodégradation, parce que là, on stimule l'activité biologique, que ce soit des enzymes végétaux ou alors microbiens dans le sol. On peut venir, ça peut être fait à la fois dans les racines et dans les parties aériennes. Un autre processus qu'on peut exploiter, c'est la phytovolatilisation, où on vient tirer profit, en fait, du continuum d'évapotranspiration qu'il y a entre le sol et la plante pour venir volatiliser dans l'atmosphère des contaminants qui sont solubles dans le sol. Les exemples que je vous ai donnés, en fait, c'est ce que j'ai nommé, c'est des exemples que je vais vous donner de projets sur lesquels on a travaillé dans les dernières années. La plupart du temps, quand on doit faire face à des terrains contaminés, c'est un peu à ça que ça ressemble. C'est pas les environnements bucoliques où les papillons et les enfants vont jouer, tout le monde est heureux. C'est la résultante d'activités industrielles et humaines. Ça, c'est quelque chose qui a été pris dans l'arrondissement du Sud-Ouest, sur l'île de Montréal. C'est l'échangeur Turcot au bout, là, pour vous localiser. Puis ça, c'est une voie ferrée qui est tout le long de l'île, en fait, c'est du CN. Puis ici, il y a du gravier, en fait. Pendant des siècles, il y a eu des tanneries à Montréal. Donc, à l'origine, quand Ville-Marie a été fondée, le long du fleuve, une des activités commerciales qui était faite, c'était des tanneries. Donc, c'est le traitement du cuir pour le rendre plus malléable, donner des couleurs, des choses comme ça. Puis, il y a beaucoup de ces étapes-là qui se font avec des métaux lourds. Donc, dans le sud-ouest de Montréal, il y a beaucoup d'endroits dont le sol est contaminé avec des métaux lourds. Fin de la parenthèse.
c'est un exemple parfait du contexte dans lequel on doit travailler quand on travaille en phytoremédiation. Puis, on doit adresser et identifier des plantes qui ont les capacités de s'établir dans ces zones qui sont difficiles. C'est des zones qui sont reconnues pour être très pauvres en matière organique. Le sol est compacté, c'est sol alcalin. Ça, c'est très mauvais pour la biodisponibilité des éléments dans le sol. Les sols qui sont mal drainés sont très hétérogènes, c'est-à-dire que ça varie spatialement dans leur propriété. Puis, une contamination que l'on dit souvent mixte, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule chose qui affecte le sol, mais une série de contaminants. Puis, j'ajouterais à ça qu'ils sont souvent objets de mauvaises surprises. Dans le passé, on a trouvé des vélos, des frigos, des pneus, plein de choses enterrées, laissées, abandonnées. On a même eu un projet sur une ancienne base militaire où certains de mes étudiants ont trouvé des obus non explosés qui étaient dans le sol, qui n'étaient pas supposés être là. Donc, tous ces genres de contextes dans lesquels on doit travailler, puis ça nous amène certains défis. Quand on veut installer des plantes sur ces environnements-là dans le but de les dépolluer, ben, on a deux grandes options dans le monde de la phytoremédiation. On peut choisir des plantes dites hyperaccumulatrices ou alors des plantes à croissance rapide. Les plantes hyperaccumulatrices, c'est des plantes qui ont des propriétés naturelles, qui ont évolué souvent dans des environnements où il y avait des contaminants dans l'environnement qui étaient présents de façon naturelle. Par exemple, les sols serpentines ou des endroits près de gisements miniers qui sont exploités, où il y a une certaine stimulation, une adaptation qui a été mise en place. Il y a des espèces qui se sont adaptées à ces environnements-là, puis qui, par leur propriété, peuvent concentrer de façon très importante certains éléments. Il y a des exemples qui existent dans la littérature où il y a des plantes qui sont hyperaccumulatrices, par exemple de nickel en Nouvelle-Calédonie, qui peuvent accumuler jusqu'à 10 de leur poids sec en nickel. Vous avez une idée, c'est énorme, là. Donc, si une plante qui pèse 1 kg, il y a 100 grammes là-dedans que c'est du nickel. Donc, c'est beaucoup. Malheureusement, ces espèces-là, ils ont aussi leurs désavantages, c'est que c'est des espèces qui ont souvent très peu de biomasse. C'est souvent des espèces affleurantes sur le sol ou sur les rochers. Puis, ils sont plutôt difficiles en termes de leur demande de croissance. Puis, il n'y a aucune espèce que l'on connaît au Canada qui est identifiée comme hyperaccumulatrice. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas, mais à notre connaissance, il n'y en a pas encore dans la flore qui a été mappée. Ce qui fait que l'autre option que l'on met de l'avant, c'est d'utiliser des plantes qui ont une croissance très rapide. Parce que le but, c'est souvent de s'implanter le plus rapidement possible sur un site, d'être efficace au niveau de la compétition pour par exemple, l'arrivée des mauvaises herbes, de développer un système racinaire dense et ramifié dans le sol pour venir extraire les contaminants dans le sol, puis d'avoir un effet le plus rapide sur le site. Puis, par plante à croissance rapide, on a essayé beaucoup de choses. Historiquement, en Europe, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur, entre autres, le peuplier. Mais nous, au Québec, notre plante favorite, c'est le sol de croissance rapide. Puis je vais vous en montrer une photo rapidement de ce à quoi ça ressemble. Chaque année, on fait des essais pour identifier des nouvelles espèces en fonction des sols dans lesquels on va faire des projets, des choses comme ça. Par exemple, ici, on a de la moutarde indienne, donc c'est Brassica junquea, c'est catégorisé comme étant une plante hyperaccumulatrice pour certains éléments de trace. Ici, on a de la citrouille, c'est particulier, mais le genre, en fait, une sous-partie des cucurbitacées a des enzymes qui sont capables de déchlorer des BPC. Donc, c'est les seules espèces qu'on connaît qui sont capables de faire ça. Donc, on fait plein d'essais dans des environnements semi-contrôlés. Ça, c'est une ancienne cour à poteaux d'Hydro-Québec. On fait des combinaisons d'espèces entre elles, de voir est-ce qu'on peut tirer profit des avantages des différentes espèces, puis de multiplier leur effet local sur le site. On les plante dans des environnements de plus en plus difficiles, mais nos champions, c'est toujours les sols à croissance rapide. La raison est simple, en fait, c'est que lorsqu'on va avoir un effet sur le sol, on a comme deux facteurs qui sont toujours là. Il y a la biomasse qui est produite, puis il y a la concentration du contaminant dans cette biomasse-là. Donc, par exemple, dans le cas des plantes hyperaccumulatrices, on peut avoir une très forte concentration, mais une très faible biomasse. À notre avis, une solution qui fonctionne bien, c'est d'utiliser des plantes qui poussent vite, qui font beaucoup de biomasse, puis même si elles ont une concentration moindre, bien, au final,
après quelques années, les bénéfices sont plus grands en termes d'éléments qui peuvent être extraits du sol. Donc ça, c'est un des projets qui a été fait. On a traité un lixivia qui était le long du fleuve sur l'île de Montréal. À Montréal, comme j'ai dit, il y a beaucoup de problèmes de contamination des sols liés à l'urbanisation et aux activités passées. En fait, ça, c'est un ancien jardin communautaire. Il faut savoir qu'au début des années 2000, il y a une analyse de santé publique qui a été faite qui a démontré que la majorité des sites des jardins communautaires sont très contaminés. Il y a une directive qui a été émise, ce qui fait que les jardins communautaires, la majorité, tu ne peux plus produire tes légumes directement en terre, c'est dans des bacs hors sol, vous avez probablement déjà vu ça. C'est la raison pourquoi c'est survenu, parce qu'ils sont contaminés. Par exemple, ce site-là, ici, c'est en Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Au bout, c'est l'autoroute soulignée. À droite de l'étudiant que vous voyez de dos, c'est Horizon Rock, en gros, pour ceux qui connaissent ce coin-là sur l'île de Montréal. Puis, en mettant en place notre projet, on a fait une analyse satellitaire du site, puis on a appris que pour faire l'autoroute, ils ont dû démolir, en fait, carrément un pâté de maison avec des duplex et une station-service qui a été écrasée, puis que tout est encore présent là. Ils ont racheté la terre sur le dessus, ils ont construit la bretelle et ont laissé le site-là, qui est devenu un jardin communautaire parce que ce n'était pas utilisé. Ça, c'est un exemple parfait du contexte dans lequel on doit travailler, malheureusement. Ce qu'on a fait dans ce projet-là, en fait, c'était justement parce qu'on savait que c'était des sols qui étaient contaminés par des activités de l'ancienne station-service. On a essayé d'identifier des plantes qui pourraient dégrader des contaminants un peu différents. Par exemple, il y avait du tungstène, de l'étain dans le sol. Ça, c'est des restants de batteries, de morceaux de mécanique automobile qui étaient là. Donc, on a testé différentes choses comme des tournesols. On a testé des saules à croissance rapide, des peupliers. Mais on a surtout porté une attention particulière sur la diversité microbienne dans le sol en réponse à ces contaminants-là. On s'est concentré, comme c'est un espace qui est assez spatialement hétérogène, on s'est concentré sur les patchs de sol qui étaient les plus contaminés avec du zinc, du cuivre, du plomb, un mélange de ces contaminants-là. Puis on a illustré assez rapidement qu'il y avait une adaptation, je ne sais pas si c'est le bon mot dans ce cas-là, mais il y avait une structure des communautés microbiennes qui était assez particulière à chaque type de contaminant. Donc, il y a une sélection qui se fait en réponse aux contaminants en présence. Puis, il y a toute une série d'espèces que je n'écrirai pas aujourd'hui, mais qui sont uniques à chacun de ces types de métaux-là dans le sol. Puis ça affecte aussi la structure de la diversité microbienne de ces communautés-là. On change de catégorie de processus, on tombe dans la phytodégradation. Il y a quelques années, en fait, au moment de mon arrivée au Jardin botanique, moi, on a été chanceux d'avoir eu un projet financé par Génome Canada, donc plusieurs dizaines de millions de dollars, dans lequel on essayait de mettre en évidence des processus métaboliques qui pourraient être exploités pour développer des technologies de décontamination des sols. Une partie du projet a été faite en collaboration avec Petromont, qui était une société pétrolière qui appartenait au gouvernement du Québec jusqu'à il y a quelques années. On a travaillé sur un site le long du fleuve Saint-Laurent à Varennes, où il y avait une ancienne raffinerie, mais qui a été fermée il y a quelques années. Donc, on est à quelques centaines de mètres à droite du fleuve Saint-Laurent. Puis, on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut identifier des espèces de saules qui sont en mesure de dégrader les contaminants sur ce site-là? C'est, dans ce cas-ci, des contaminants que l'on dit organiques. Puis par organique, j'entends des HAP, des COV, des résidus pétroliers, des huiles usées, toute cette famille de contaminants-là. Ça semble méchant, mais d'un point de vue biologique, méchant comme contaminant, mais d'un point de vue biologique, c'est des contaminants que l'on sait qu'il existe des enzymes qui peuvent venir manger ces structures carbonées-là, puis les minéraliser en CO2 éventuellement, puis dégrader les contaminants dans le sol. J'ai mis cette photo-là parce qu'en fait, c'est un essai que l'on a fait. On a planté des boutures dans plein d'endroits sur le site avec des propriétés différentes, puis ça, c'était un bassin de décantation. Donc, il y avait carrément un tuyau qui venait relâcher les résidus de nettoyage remplis d'huile usée.
Ça, ce n'est pas du sol, en fait, c'est littéralement des dépôts minéraux qui se sont déposés dans le fond. On a planté des boussures. Première année, ça marche pas. Le projet se termine 3 ans plus tard. Quelqu'un nous dit « Hey, je vais aller voir le site à Varienne, dans le bassin, vos choses vont super bien. » On est retourné. On a pris cette photo-là. Étonnamment, les autres ont réussi à super bien s'établir dans la partie qui était plantée versus celle qui n'était pas non plantée. Il y a mis une petite corde ici pour voir le reste de la parcelle. Ça nous a vraiment surpris. On a donc tenté de savoir ce qui se passait. Et on a évalué, en fait, les propriétés de ces sols-là. J'en profite pour signer le travail de mes 2 collègues. Donc, Michel Labrec, qui est un des pionniers mondiaux, historiquement, de la phytoremédiation, puis Werther Guidi, qui est un ancien postdoc dont je vais parler bientôt. Donc, la première chose qu'on a vue, c'était qu'effectivement, les saules qu'on a plantés, ils n'aiment pas beaucoup ça, pousser sur des sols contaminés. Donc, ça, c'est 10 variétés ou espèces ou génotypes de saules différents qui ont été installés sur le site. Donc, il y a des espèces indigènes, quelques-unes, mais la majorité, c'est des croisements hybrides exotiques que l'on utilise. D'ailleurs, une parenthèse, tous ces saules-là ont été développés dans la première crise pétrolière des années 70. Puis, il existe des milliers de cultivars, environ 50 000 au niveau mondial, des accessions génotypiques. Puis, c'est le groupe ligneux le plus présent dans la flore canadienne. Environ 400 quelques espèces présentes. Donc, il existe une très, très grande diversité de saules. Puis, notre point de départ, c'est souvent qu'on peut tirer profit de cette diversité qui existe déjà au sein du genre pour essayer de développer des espèces. Puis, c'est assez clair qu'il y a une différence qui est assez importante entre les variétés que l'on a testées. Donc, ça, c'est un projet que l'on a fait où on a fait de la métatranscriptomique, où on a regardé l'ensemble des gènes dans les racines de saules et les feuilles qui étaient différentiellement exprimés en réponse à la contamination dans les sols contaminés aux résidus pétroliers que je vous ai présentés. La figure n'est pas très belle et pas très claire, là, mais ce n'est pas très grave. Le seul objectif de cette figure-là, c'était de voir est-ce qu'on peut identifier des processus moléculaires et biochimiques qui sont communs à tous les arbres, qui seraient probablement centrales à la réponse à ces contaminants-là. On en a juste trouvé 2, en fait. 2 gènes qui codent pour des enzymes dont la réponse à la contamination était présente chez chacun des cultivars testés. Donc, il y avait un gène de la thiamine thiazole synthase qui, lui, est uprégulé, dont le niveau d'expression est augmenté. Puis ça, c'est un gène qui est lié à la détoxification environnementale, donc c'est cohérent avec le contexte dans lequel ces arbres ont poussé. Et inversement, en fait, le gène de la ribisco est réprimé dans l'ensemble des cultivars testés. Ça aussi, ça correspond à ce qu'on a observé, c'est-à-dire une diminution des propriétés physiologiques, de l'activité photosynthétique, de la captation de CO2, etc. Parce qu'on s'entend, ça reste des environnements stressants pour un arbre dans lequel pousser. Ensuite, on a poussé ça encore plus loin, puis on est allé regarder ce qui se passe dans le sol. Donc, ce que l'on a fait dans cette partie-là, en fait, c'est de la métatranscriptomique. Donc, on est allé explorer l'ensemble des gènes de tous les organismes présents dans un échantillon. Donc, nous, on partait, parce que bon, je suis biologiste végétal, avec l'hypothèse que beaucoup du travail est fait par les plantes. Mais en fait, ce qu'on a observé, c'est que quand on regarde l'ensemble des gènes de plantes entre non contaminés, dans les champignons, dans les animaux, dans les bactéries, puis une partie inconnue, en fait, les plus gros changements en réponse à la contamination ne sont pas dans les plantes, sont dans les champignons, puis dans les animaux. Puis en fait, ça, c'est pas vraiment une surprise, mais ce qui nous questionne, c'est que la majorité des gènes de champignons que l'on a identifiés, la fonction est inconnue. Donc, on sait que c'est des gènes de champignons qui répondent beaucoup à la contamination, mais on ne peut pas dire exactement ce qu'ils font.
Le voici Werther, mon ami et collègue, qui est maintenant prof à l'Université de Milan. Pour vous donner un exemple d'un projet de phytovolatilisation sur lequel on a travaillé. Donc, pour revenir à la même ancienne raffinerie qui se situe près du fleuve à Varennes, ils ont entre autres une problématique de production de COV, majoritairement le chlorure de vinyle. Sur le site, c'est fermé maintenant, mais avant, il y avait des alertes, puis une fois de temps en temps, il y avait comme un dégagement de COV, il fallait quitter le site en toute urgence parce que c'était dangereux de respirer du chlore. Mais le défi avec cette problématique-là, c'est que cette contamination-là elle est encore, mais au moment du projet, elle était à 3 mètres de profond sous la surface. Puis ça, c'est exactement la même hauteur que la nappe phréatique. Je rappelle qu'on est à côté du fleuve. Donc, l'idée de Werther, c'était de dire, OK, je vais faire pousser des plantes, je vais les mettre dans des pots, puis je vais forcer leur enracinement seulement dans le bas, puis on va les faire pousser, les laisser s'établir, on va forer des puits jusque dans le fond où se trouve cette contamination-là. On va insérer les saules, les longues tiges de saules. On va se dire, bon, les saules vont avoir les pieds dans l'eau, on va avoir accès aux contaminants, peut-être qu'ils vont le dégrader, puis l'extraire et régler le problème. La première chose qu'on a observé, c'est qu'il y a environ 50% de taux de survie de ces saules-là. Les couleurs, là, c'est avec différents traitements, différentes variétés. C'est pas grave, il y a quand même une tendance qu'assez rapidement, les saules ne vont pas très bien. Puis, quand on regarde ce qui se passe dans l'eau, donc la présence du chlorure de vinyle dans l'eau, dans le fond de chacun des trous que l'on a fait, bien, quand les plantes sont mortes, ben, les COV sont encore là. Mais quand les plantes sont encore vivantes, ben, il en reste à peine au-dessus des limites de détection du chlorure de vinyle. Donc, on sait que quand les plantes poussent et sont vivantes, sont capables de dégrader ce contaminant-là, mais on ne sait pas ce qui a causé leur mort. Là, j'ai remis la photo parce que derrière, il y a la suite d'une autre expérience où on s'est dit en faire pousser ces longues tiges-là en faisant barboter de l'eau pour ajouter de l'oxygène, pour dire, comment je dirais, améliorer les conditions racinaires, mais on a obtenu encore les mêmes résultats. Donc, environ 50% des plantes meurent quand ils poussaient dans l'eau avec du chlorure de vinyle, puis on n'a toujours pas de raison pour expliquer cette situation-là. Je vais changer un peu d'ordre et grandeur de projet pour vous donner un exemple d'une initiative que l'on a depuis quelques années dans l'Est de Montréal. Donc, on est vraiment dans Montréal-Est ici. Ça, c'est les anciennes raffineries de l'Est de Montréal. Bien, anciennes, il y en a encore ceux qui fonctionnent là. Donc, Suncor, ça, c'est les grands réservoirs. Puis ça, en fait, c'est un projet qui est venu via Michel Labrec, qui est le service de développement économique de la ville, qui veulent réhabiliter des terrains qui sont situés dans ce secteur-là. Puis, comme la ville est un propriétaire qui est patient, ce n'est pas comme un condo au centre-ville qui doit se développer rapidement, ils sont très ouverts à l'idée de mettre en place des technologies plus vertes qui vont prendre plus de temps. Donc, comme c'est une initiative qui est beaucoup plus appliquée puis proche des citoyens, on a essayé d'en profiter, en fait, pour faire une meilleure intégration paysagère de notre intervention que ce qui est souvent fait dans nos expériences. Souvent, on a quelques hectares avec des parcelles, des blocs, des carrés. Ce n'est pas très, nécessairement très visuellement attrayant. Dans ce cas-là, on s'est dit, bon, on va faire un partenariat avec l'École d'architecture du paysage pour venir designer, en fait, un aménagement qui est adapté au type de contaminant en place, mais qui, visuellement, va être plus intéressant. Donc, ça, c'est un des sites, le premier site, en fait, qui a été au début de la préparation du terrain. Donc, ça a été fait avec des consultations citoyennes, c'est très politique, il y a des visites de plein de gens qui sont venus à chaque fois. On a essayé plein de choses encore, des combinaisons d'espèces, dans le but de faire quelque chose qui est assez visuellement attrayant, puis je pense que c'est assez réussi. Il faut savoir que d'un côté, c'est les anciennes raffineries, mais de l'autre, c'est carrément un quartier résidentiel. Ce qui fait qu'il y a des sentiers qui sont aménagés, il y a des gens qui vont se promener avec leurs chiens,
Puis, pendant que les plantes font leur travail, ben, ça reste un endroit qui n'est pas interdit d'accès. Changement de catégorie, la phytofiltration d'eau usée. On a appliqué cette technologie-là, cette approche-là, dans différents contextes, notamment le traitement de différents types de lixivia sur des anciens sites d'enfouissement, sur des sites de compostage. Mais ce n'est pas ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui peut être fait. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui de phytofiltration d'eau usée primaire. Je vous mets dans le contexte, c'est quoi le traitement des eaux usées. Donc, les toilettes, en fait, quand on parle d'eau usée, c'est l'eau qui arrive des toilettes. Ils subissent ce qu'on appelle un premier traitement, donc le traitement primaire, c'est un dégrillage, entre autres. Donc, l'eau usée arrive, on enlève les gros morceaux, là, on parle de trucs qui flottent, de souliers, de morceaux de nourriture, n'importe quoi, avant d'être soumis au traitement secondaire, qui est souvent des étangs aérés ou des boues activées, qui viennent, dans ce cas-là, dégrader la matière organique, réduire certaines propriétés, réduire le niveau d'azote, etc., avant d'atteindre certains seuils pour être retournés dans l'environnement selon les normes du ministère de l'Environnement. Donc, l'exemple que je vais vous donner, en fait, c'est quelque chose qui a été un très beau succès, en fait. Donc, dans ce cas-ci, on se trouve à Saint-Roch-de-la-Chian, donc dans la Naudière, dans un champ sauve. Donc, juste ici à gauche, à quelques centaines de mètres, il y a l'usine de traitement des eaux usées de Saint-Roch-de-la-Chian. Puis, on a mis en place une plantation expérimentale près de cette usine d'eau usée-là, dans le but de traiter des eaux primaires. Ça, c'est la première fois que ça a été fait au Canada. On a quelques fois auparavant fait la démonstration que c'est possible de traiter des eaux primaires ou tertiaires, c'est-à-dire des eaux qui ne sont pas parfaites, mais qui respectent certaines normes du ministère de l'Environnement. Dans ce cas-là, c'est l'eau des toilettes qu'on a traitée. En gros, il y avait un Y, il y a une partie qui allait à l'usine de traitement des eaux, puis l'autre s'est retrouvée sur ce champ-là. Un champ de saule, c'est environ 17 000 arbres à l'hectare. Donc, il y en a quand même beaucoup. Puis, on a irrigué cette expérience-là avec 30 millions de litres d'eau usée par hectare pendant 3 ans pour faire environ 10 millions de litres par année qui étaient appliqués. Ça n'atteint même pas le maximum de ce que les arbres étaient capables de prendre parce qu'il n'y a aucune eau qui dépassait la zone des racines des arbres. Tout était capté, utilisé ou évapotranspiré. Alors, vous pouvez bien voir que ça, c'est 2 niveaux d'eau usée, qu'entre les contrôles puis les arbres traités, en fait, sont beaucoup plus vert foncé, puis en fait, la biomasse était beaucoup plus importante. Donc, les résultats importants, là, évidemment, les détails ailleurs dans l'application, mais en gros, le système a été très efficace pour réduire la matière organique, l'azote, le phosphore dans la dose intermédiaire, mais on a atteint un niveau d'application qui surpassait ce qui était gérable par les arbres. On a regardé ce qui se passe dans les bactéries, puis la figure n'est pas très belle. J'imagine que c'est le transfert entre les formats, mais ce n'est pas grave. En gros, on se pose toujours la même question. Qu'est-ce qui se passe dans le sol pour en réponse aux eaux usées qui sont appliquées? Puis, en fait, ce qu'on a mis en évidence, c'est différentes choses. Premièrement, c'est que dans la zone de la rhizosphère, donc la rhizosphère, c'est la zone tout près des racines dans laquelle il y a des échanges entre les plantes et les bactéries, il y a une réorganisation de la structure des communautés. En gros, c'est ce que ça dit ici, le schéma qui représente l'analyse de la composante principale. Puis, entre autres, une des choses qu'on a observées, c'est qu'il y a une réduction importante des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, dans les eaux usées, par notre activité et celle des élevages des animaux, il y a malheureusement beaucoup de bactéries qui possèdent des gènes de résistance aux antibiotiques. Puis, mais par contre, lorsqu'on applique cette eau usée-là sur des arbres, l'activité biologique de la rhizosphère supprime, ou en tout cas, rend non observable la présence de ces gènes-là. Puis ça, bien, en fait, c'est un gain important pour l'environnement. La question qu'on se pose, par contre, c'est comment est-ce que
les plantes réagissent à la présence de contaminants dits émergents. Donc, rappelez-vous, tantôt, on parlait de traitements primaires, secondaires, tertiaires. Les traitements tertiaires et quaternaires, maintenant, visent à retirer des contaminants émergents des eaux parce que jusqu'à maintenant, ils ne sont pas traités. C'est-à-dire que tout ce qui est médicaments, drogues, hormones, il n'y a rien de ça qui est traité par les stations d'eau usées au Canada et la plupart du temps dans le monde. Puis, il y en a quand même beaucoup. Par exemple, ça, c'est les valeurs qu'on a mesurées dans l'eau de Saint-Roch-de-la-Chican. Donc, il présente de caféine, d'ibuprofène, de différentes sources d'hormones, estradiol, estriol, estrone. Donc, ça, c'est des perturbateurs endocriniens. Puis, ils sont présents dans les eaux. Mais la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'on peut venir réduire la présence de ces contaminants émergents-là dans ces plantations-là? Mais la réponse, c'est on ne sait pas encore. Donc, il y a des gens dans mon équipe qui travaillent sur cette thématique-là. Ça, c'est une expérience que l'on fait, qu'on s'est contrôlée avec les super saules. On sait qu'ils captent l'eau, qu'ils captent les contaminants, mais est-ce qu'ils les dégradent si on n'est pas encore été en mesure de mettre ça en évidence? Mais ça ne serait tardé. J'arrive près de la dernière partie de ma présentation. Je ne sais pas où je suis rendu dans le temps, mais est-ce qu'on peut rendre ça rentable? Pour que ce soit rentable, en fait, on aborde ce contexte-là dans un processus qu'en Europe, ils appellent la phytogestion. Comme toutes ces approches-là demandent du temps, ce que l'on fait, en fait, c'est générer de la biomasse qui peut ou pas être contaminée annuellement, en plus de fournir un service environnemental. Or, cette biomasse-là, qui bien souvent, c'est du sol, est-ce qu'on peut lui donner une valeur qui est plus importante que de ne rien faire? Okay. Ce que l'on fait, en fait, puis ça, c'est beaucoup du travail de mon laboratoire en ce moment, c'est qu'on essaie de développer des approches de chimie verte pour venir donner une valeur à toute cette pratique-là de phytoremédiation, de phytofiltration. Ça, c'est une photo que moi, j'ai prise quand j'étais en postdoc à Imperial College en Angleterre. Ça, c'est une usine centrale thermique au charbon. Ça, en passant, on voit ça dans les Simpsons, mais c'est juste des refroidisseurs d'eau. La partie polluante, c'est ici. Puis, en Europe, il y a déjà beaucoup de plantations d'essence à croissance rapide, les saules et les peupliers, parce qu'on peut les brûler directement pour remplacer du charbon. Par contre, c'est quand même une faible valeur. Le travail sur lequel je travaillais à ce moment-là, c'était de transformer la biomasse en bioéthanol de seconde génération. C'est juste une figure que je donne à titre d'exemple pour montrer la quantité d'éthanol que l'on peut produire à partir d'1 kilo de biomasse. Ça varie énormément. Donc, je vous disais tantôt qu'il existe une grande variabilité au sein du genre des saules que l'on peut exploiter. Et ça, c'en est un exemple. C'est environ 5 fois plus important entre ces deux variétés-là, entre les deux à chaque bout, la quantité de rendement de bioéthanol que l'on peut produire à partir de la simple biomasse sinocellulosique. Puis d'ailleurs, à Varennes, sur le site dont je vous parlais tantôt, de l'ancienne raffinerie de Pétromont, le voisin industriel, c'est la compagnie qui s'appelle Greenfield Ethanol, qui, avec la compagnie qui s'appelle Enerchem, ont créé une co-entreprise qui s'appelle Valero ou Valerco, quelque chose comme ça, où ils vont utiliser de la biomasse pour produire au Québec la seule usine d'éthanol, de bioéthanol, de seconde génération. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient bientôt. Ce que l'on voit, ce que je vous présente ici, en fait, c'est de quoi on aère les tiges de saule entre les contrôles et ceux qui ont été produits dans un contexte de phytofiltration. Bon, à part la grosseur, parce que les plantes sont fertilisées, irriguées, le diamètre est plus important, on voit tout de suite que c'est rouge. Bien, ce rouge-là, en fait, ce que l'on sait, c'est que c'est des composés phénoliques qui s'oxydent avec l'air, de la même façon que sur une pomme, pour former un pigment qui est brun-rouge comme ça. Alors, on est particulièrement intéressé par l'étude des phénoliques chez les saules parce que l'on sait que ce sont des espèces qui produisent une variété de saules, de phénoliques. D'ailleurs, c'est utilisé depuis longtemps dans la pharmacopée traditionnelle pour faire des médicaments sous forme de tisane. Puis, ça, c'est à la base de l'acide salicylique, l'acétylsalicylique qui est l'aspirine. Donc, les saules, c'est une machine à produire une diversité importante
de composés phénoliques qui peuvent être utilisés à plein d'applications, que ce soit médicales, pharmaceutiques, industrielles. Chaque pic ici est un phénolique différent. Donc, il existe des dizaines de milliers. Ce que l'on propose, en fait, c'est d'intégrer chacune de ces étapes-là. Je m'excuse pour la figure en anglais, mais entre la réhabilitation d'un site contaminé, la phytoremédiation et générer un lot de terre qui est réhabilité, la biomasse, le bois, les résidus, la cellulose, l'éthanol, les produits chimiques, tout ça, en fait, c'est des sources de valeurs possibles et de revenus qui pourraient être exploités dans un contexte de phytogestion basé sur la réhabilitation des sols par le traitement des sols contaminés et des eaux usées. En fait, c'est ce qu'on met de l'avant. On met beaucoup de l'avant dans mon équipe le concept de bioraffinerie, en fait, où, par exemple, dans ce cas-ci, on traite les eaux usées en haut, on récolte la biomasse qui est produite par un champ de sol. On peut exploiter et valoriser chacune des étapes dans le contexte de bioraffinerie qui devient comme une source renouvelable de matière première pour la chimie qui traditionnellement est basée sur des produits pétroliers. Donc, chacune de ces étapes-là, en fait, génère des revenus. Puis pour résumer la figure qui est un peu chargée, là, en orange, c'est la biomasse qui a été obtenue en phytofiltration et en bleu, c'est le contrôle. Puis dans tous les cas, en fait, les rendements sont supérieurs quand on utilise la biomasse provenant de phytofiltration. On a été chanceux cette année, cette découverte-là a été soulignée par Québec Science comme une des 10 découvertes de l'année. Puis, je vous invite à aller voir plus de détails si ça vous intéresse. C'est le travail de doctorat de Starsas, une de mes étudiantes. En gros, ce qui a été démontré, puis on rentre dans la métabolomique, on a développé un pipeline d'analyse qui est assez puissant, c'est qu'en réponse à la présence des eaux usées, en fait, les sols produisent des composés qu'ils ne produiraient pas autrement, puis que beaucoup de ces composés-là font partie de la famille, entre autres, des composés phénoliques, puis qui sont potentiellement exploitables commercialement pour générer des revenus. Là, je sors en dehors de ma zone d'intérêt à moi, là, parce que j'ai un projet avec des partenaires à Polytechnique et Éric Pinault qui nous a fait une présentation dernièrement, où on essaie de mesurer, en fait, la valeur économique et l'impact environnemental de ces approches d'économie biosourcée verte, dont je vais donner des exemples. Puis, on a développé un système d'analyse où on évalue, en fait, l'impact environnemental de chacune des étapes de production, de traitement des eaux usées et de production, à savoir est-ce qu'il y a des gains si on doit aller dans un tracteur, dans un champ, qu'est-ce qui est mieux? Entretenir un champ pendant 30 ans, venir le couper, récolter, transporter de la biomasse. On essaie de déterminer de façon structurelle avec une analyse de cycle de vie et de durabilité s'il y a des bénéfices. Puis globalement, il y en a beaucoup de bénéfices de prendre une approche basée sur les plantes pour solutionner des problématiques environnementales. Juste une diapo pour vous présenter un projet qui est terminé. Donc, c'est une autre de mes étudiantes, Vanessa, qui a terminé son doctorat, puis qui travaillait sur le compostage. En fait, la raison, c'était que la Ville de Montréal a mis en place un système de récupération de bacs bruns pour faire du compostage, mais l'ironie de la chose, c'est qu'il faut qu'elle achète des copeaux de bois pour augmenter le ratio en carbone dans la matière première qui est utilisée pour faire le compost. C'est des résidus alimentaires, donc c'est presque juste, pas presque, c'est surtout riche en azote. Pour compenser, il faut acheter du carbone. Donc, l'idée qu'on a proposée, c'était d'utiliser, en fait, la biomasse des sols sur les sites contaminés que l'on utilise pour les projets de phytoremédiation comme intrant pour les sites de compostage. Puis, ça a très bien fonctionné. Puis, c'est quelque chose qui est débuté sur des sites dans l'est de l'île de Montréal, dont j'ai présenté tantôt quelques exemples. Donc, j'achève. Je vais juste vous dire qu'il y a beaucoup de bénéfices, à mon avis, mais je suis un peu vendu, au phytotraitement. Premièrement, c'est des projets et des initiatives qui peuvent se faire directement sur le site au lieu de retirer les sols contaminés comme bien souvent. Donc, on vient planter des plantes, ça stimule la biodiversité, ça réduit les émissions de GES, ça a un effet rapide sur le paysage. Et généralement, pas généralement, c'est presque toujours objet de haute acceptabilité sociale. C'est-à-dire que les gens sont contents quand on vient verdir un terrain qui était abandonné à côté de chez eux. Et, comme je viens de le dire,
je pense qu'on peut avoir de réels avantages et gains économiques à utiliser cette approche-là. Par contre, il y a des désavantages. Le premier, c'est que ça demande plus de temps. Ça, il faut en être conscient. Ça peut être de quelques années à quelques décennies pour réhabiliter un site. Ce n'est pas tous les contextes qui se prêtent à ça. Puis finalement, c'est des approches nouvelles. On parle de 15-20 ans depuis qu'on travaille sur ces problématiques-là, ce qui fait qu'on ne sait pas tout, puis il y a encore beaucoup de travaux à faire. Donc, je reviens avec ma question initiale. Est-ce qu'il est possible d'utiliser les propriétés des plantes et des micro-organismes pour solutionner les problématiques environnementales? Moi, je pense que oui. J'espère que je vous en ai convaincu. Ça, c'est mon équipe l'été avant la COVID. Donc, on ne l'a pas refait encore, mais la plupart des gens sont encore là, entre autres Esther, découverte de l'année, Nick, Vanessa et Emmanuel. Donc, j'ai tenté des travaux. Là-dessus, je vous remercie. Si vous avez des questions, ça fait plaisir d'y répondre. Merci, Frédéric. En plus, c'est le fun. Ça finit vraiment sur une note positive. On a beaucoup de présentations. Des fois, ça finit les changements globaux, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Puis ça, c'est un peu l'inverse. Donc, ça permet de finir la session sur une bonne note. Donc, je vais prendre les questions en ligne et dans la salle ici. Faites juste me faire signe parce qu'il faut que je gère en ligne ici. Donc, en ligne, vous pouvez lever la main ou écrire vos questions dans le chat. Puis je vois dans le fond... Je vois dans le fond qu'on a une question de Béatrice. Tu peux ouvrir ton micro et poser ta question, Béatrice. Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Oui, ben, c'était vraiment très, très, très intéressant comme présentation. Fait que merci beaucoup pour ça. Je me demandais en fait si vous faites des projets sur la mycorémédiation et ce que vous pensez. Vous avez parlé un petit peu des champignons, mais j'avais fait des études un peu là-dessus sur la décontamination. Pas directement, mais il y avait quelqu'un sur la photo qui était en plein milieu qui s'appelait Maxime, dont le projet de doctorat en fait portait justement sur la combinaison des saules et de champignons, des pleurotes en fait, qui étaient inoculés pour dégrader certains contaminants. Donc la réponse c'est pas vraiment en ce moment, mais on en a déjà fait. Puis il y a quand même un potentiel parce qu'on sait qu'il y a des gènes de champignons qui peuvent dégrader des contaminants organiques. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être aussi efficace que les plantes? C'est quoi votre opinion par rapport à ça? Bonne question. Le problème, c'est qu'il y a des champignons. Il faudrait imaginer un système dans lequel il y aurait vraiment beaucoup de champignons pour traiter vraiment des grosses quantités de sol. Peut-être que ça se ferait là, de façon industrielle ou, je ne sais pas, dans un champ, comment on pourrait gérer ça. OK. Ben merci beaucoup. Okay. Merci, Béatrice. Thibault, tu peux aller avec ta question? Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Je voulais vous demander qu'est-ce qu'il devenait des métaux lourds parce que on peut faire la phytorémédiation pour retirer des métaux lourds, mais qu'est-ce qu'il advient après des plantes qui absorbent les métaux lourds? C'est une très bonne question et je m'y attendais. En gros, ça dépend. Ça dépend de quel contaminant, de quel métal, en fait, on dit élément trace maintenant, on parle. La plupart du temps, il reste accumulé dans la biomasse. Le hic, c'est que le niveau d'accumulation dans la biomasse est souvent pas si élevé. Il peut être plus élevé que dans le sol, mais souvent, il n'est pas trop élevé pour ne pas pouvoir utiliser la biomasse. Il faut savoir que la gestion des déchets, parce que c'est de ça dont on parle, est régie par des normes du ministère de l'Environnement. Puis quand on y pense, ben, nos poubelles, souvent, ce n'est pas les choses les plus propres. Ce qui fait qu'on peut disposer de la biomasse. Première chose. Deuxième chose, c'est pour ça que l'on propose de valoriser autrement cette biomasse-là en la transformant puis en lui donnant une valeur ajoutée. Par exemple, en transformant la biomasse en bioéthanol, ben, les contaminants sont retirés dans le processus et ce n'est pas un problème. Par contre, on ne peut pas vraiment faire pousser des tomates sur un site comme ça, puis ce ne serait pas le but non plus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ici? Ou en ligne? Vas-y, David? Ton micro. Excusez. Bonjour Frédéric. Hey, merci beaucoup pour ta présentation. C'est vraiment
vraiment très, très intéressant tout ce que tu fais. J'avais entendu parler de toi, mais là, j'ai une meilleure idée de ce que tu fais. Puis vraiment, je te lève mon chapeau. C'est beaucoup de boulot, pas stimulant. Moi, je travaille beaucoup en milieu agricole. Puis bon, on sait qu'il y a de la contamination aussi. Il y a encore beaucoup de pollution diffuse d'origine agricole, surtout dans les grandes zones d'agriculture intensive où on fait de la grande culture. Puis là, on sait que ces contaminants-là souvent se retrouvent dans nos cours d'eau, dans nos rivières, dans le fleuve. On voit là, que toi, tu travailles beaucoup en ville, tu sais, puis bon, tu as fait des projets comme à Saint-Roch, tout ça, mais est-ce que tu penses que c'est quoi le potentiel de la phytorémédiation ou de l'utilisation des saules en milieu agricole là, pour gérer les problèmes de pollution diffuse? Je pense qu'il y en a un potentiel, puis je veux le faire. Probablement que vous savez qu'il y a un réseau québécois à l'agriculture durable qui a été lancé dernièrement. C'est le genre de problématiques que l'on souhaite, propose d'adresser. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer des bandes riveraines qui viendraient capter des résidus de pesticides, des choses comme ça? On a fait des expériences en environnement contrôlé, entre autres sur le glyphosate et l'AMPA, qui est le sous-produit de dégradation du glyphosate, puis il semble avoir une certaine capture. Le problème n'est pas vraiment logistique ou opérationnel, il est vraiment analytique. C'est que ce n'est pas des choses faciles à analyser, des herbicides à concentration très faible dans l'environnement, les plantes, le sol. Donc, ça retarde un peu le développement, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel qui pourrait être peut-être aussi équivalent que celui que j'ai montré en ville. Mais on ne l'a pas fait encore. Mais la porte est ouverte. OK. Ben écoute, ça m'intéresse éventuellement si tu dis que c'est une avenue qui t'intéresse de développer tes travaux à la grande zone d'agriculture. On s'assoira ensemble et on pourra en parler plus longuement. Ben, merci d'être venu, en tout cas, à l'histoire. C'est vraiment très, très apprécié. Plaisir. D'autres questions? Je reviens à la question là, du devenir là, du saule. Bon, c'est l'essence à croissance rapide, mais en même temps, l'usage de la biomasse après ça, qu'est-ce qui en arrive? Là? Parce que c'est dans la biomasse. Si c'est brûlé, ça va dans l'atmosphère. Si c'est remis en circulation par la décomposition, bien là, c'est juste un transfert de problème. Oui. Deux choses. On ne recommande pas, mais si c'est brûlé, ça ne va pas dans l'atmosphère, ça va dans les cendres. Les cendres, ça, c'est géré comme un déchet contaminé. On parle d'un grand volume dilué vers un petit volume contaminé. Première parenthèse, mais ce n'est pas ce qu'on recommande. Donc, ça dépend de c'était quoi la contamination initiale sur le site. Quand c'est des métaux, c'est plus compliqué. Puis la source qu'on a convenu pour revaloriser cette matière première-là, en fait, on la vend à des cimenteries puis des bétonneries, entre des compagnies qui font du béton, parce qu'eux, mauvaise nouvelle pour tout le monde, eux ont des permis du ministère de l'Environnement qui leur permettent de polluer à des niveaux incroyables. Ce qui brûle, c'est des pneus, des déchets, du charbon. Donc, quand il y a des saules un peu contaminés qui arrivent, c'est comme content, c'est du greenwashing pour eux parce que ce n'est pas contaminé comparé à ce qui brûle de toute façon dans leurs activités tous les jours. Deuxième chose, c'est si c'est des contaminants dits organiques, donc les pesticides dont on parlait, des résidus pétroliers, ils sont soit dégradés, soit pas accumulés dans les plantes. Quand on peut faire ce qu'on veut. La raison pour laquelle on est assez heureux de la Chia, c'est que depuis quelques années, plusieurs années maintenant, il y a le plus gros producteur de saule commercial en Amérique du Nord qui est là. Ils ont changé de nom plusieurs fois. C'était Agroénergie avant, maintenant c'est Rameau Phytotechnologie. Qui ont beaucoup de projets, dont des projets avec nous. Ils produisent du saule commercialement, entre autres pour faire des clôtures avec des branches de saule qu'on voit un peu partout, mais aussi ils vendent des technologies, ils traitent des eaux usées pour des enfouissements, des choses comme ça. Puis eux, la première chose qu'ils faisaient avec les saules sur les sites des expériences, en fait, c'était de vendre du paillis
eux récoltaient, ils brisaient ça en copeaux, puis ils vendaient ce pays-là. D'ailleurs, partout sur le plateau de Montréal, je signe ici, mais on n'est pas à Montréal, autour des arbres, c'était du pays de rameaux qui était là. Donc, ça, c'était comme une première avenue. Mais notre démonstration que l'on souhaite faire, c'est que ça, ce n'est pas une grande valeur. Vendre une tonne de biomasse, 80 $ à peu près que ça vaut. Après, on dit qu'on peut transférer aisément, faire du bioéthanol. En ce moment, c'est peut-être 2 $ le litre que ça vaut. Mais quand on parle de molécules à grand intérêt, on parle de plusieurs milliers de dollars le kilogramme de ces petites molécules-là. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. À chaque étape, il y a beaucoup de gain. Tout ça avec la même matière contaminée au début. Ben, j'avais le deuxième volet. Excuse, Karine, ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des arbres qui seraient intéressants ou à ce moment-là, c'est stocké dans la fibre, puis la fibre est utilisée pour des valeurs qui sont plus durables? Oui, absolument. Puis moi, je suis très ouvert. Je suis un gars d'arbres en premier, avant de travailler sur des espèces à croissance rapide. Le problème, c'est que si on veut retirer activement un contaminant du sol, il faut une gestion intensive. Laisser un arbre faire son travail pendant 25, 50, 75 ans, il y a des modèles qui existent, mais ce n'est pas suffisant pour retirer beaucoup de choses du sol. Les sols, on les coupe aux 2-3 ans, avec 10, 15, 20 tonnes à chaque 2-3 ans, puis ça permet de stimuler la force d'attraction des contaminants. Peut-être qu'il y a des compromis à faire, selon les contextes, des choses comme ça. Si le but, c'est d'avoir une action rapide, une croissance rapide, ça arrête. Il y a des modes culturaux en taillis qui reproduisent à peu près ça même. Oui. Ça, en fait, ça, c'est en taillis. Je n'ai pas beaucoup parlé de comment on fonctionne, là, mais oui, c'est ça. C'est les short rotation coppice. Puis, on parle du booster, puis on maintient le taillis tout le temps. La implantation est là pendant 20 ans. On fait juste récolter le besoin. Comme avec les papiers. Karine? Ouais, salut Fred. Contente de te voir et très déçue de ne pas pouvoir être là avec ma séquestration à la maison en phase COVID. Écoute, tu as sans doute vu la nouvelle comme quoi que le gouvernement assouplissait le seuil au niveau du nickel dans les sols, tout ça. Bon, j'imagine que ce n'est pas une super bonne cloche pour disons, point de vue environnemental, évidemment, mais comment tu vois l'évolution de tous les processus de phytoremédiation que tu as présentés avec le développement de l'industrie minière qui semble faire des belles pressions au Québec, puis avec les besoins en métaux? C'est une bonne question. Moi et nous, on n'a jamais travaillé, on a fait des essais là, en Abitibi, là, mais on n'a jamais travaillé directement sur des sites miniers. Pour 2 raisons. La première étant que c'est comme une chasse gardée des gens du CAT. C'est correct, ils ont toute une équipe là-bas qui travaille là-dessus. Puis, moi, je n'ai pas vraiment à voir là-dedans. La deuxième, c'est que c'est quand même un contexte qui est très difficile. Travailler sur des arbres stériles ou des résidus, des choses comme ça, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de plantes qui poussent là-dessus. C'est que tout ça à être efficace pour retirer des contaminants. Le challenge, la barre est haute. Je ne pense pas que c'est impossible, mais on ne l'a jamais fait. De là à dire, est-ce qu'il y a un avenir avec la phyto pour ça? Peut-être, s'il y avait une obligation, par exemple, d'avoir une approche le plus verte possible qui était décrétée par le gouvernement, peut-être que les minières seraient ouvertes à modifier, à choisir des options vertes. Mais ça reste au niveau de l'opinion, parce que ce n'est pas un champ que je maîtrise beaucoup. C'est pas visible non plus, le développement minier, donc... C'est ça. On n'a pas encore de réseau de développement minier durable, n'est-ce pas? Ben parfait, merci beaucoup. À bientôt. Bye. Ben, merci. Je vais faire la bonne place. Je ne suis pas. Donc, merci Frédéric pour ta présentation aujourd'hui. Merci à tous les participants en ligne de votre participation. Donc, pour les étudiants du cours, on prend une pause. Dans le fond, on se revoit à 2 heures pour la discussion de 2 à 3. C'est bon? Super, à tantôt.